Aujourd'hui, on va faire l'aventure Gnome en garde, pour une raison très simple. En fait, j'ai déjà préparé deux des trois premières aventures de la campagne d'initiation, donc du dragon de la flèche de givre, proposé par D&D dans son kit d'initiation. De manière en fait très simple, je vais bientôt commencer ma campagne avec mon groupe. Là, je la commence ce vendredi et je n'ai toujours pas préparé Gnome en garde. Or, il est très probable qu'il décide d'aller chez les gnomes, parce que les gnomes, c'est rigolo. Alors déjà, donc la quête qui est donnée aux aventuriers, à notre groupe de victimes, se présente de manière plutôt simple. À proximité de Fandaline, donc le village de départ, il y a une communauté, un clan gnome, de gnomes des roches pour être exact, qui vit dans un réseau de cavernes un peu non loin de Fandaline. Ces gnomes sont connus pour faire des inventions magiques qui parfois fonctionnent. Insistons sur le parfois fonctionne, c'est très important pour la suite de l'histoire. Le bourgmestre voudrait que les victimes aillent voir ces gnomes pour leur demander ou leur acheter un objet ou quelque chose qui pourrait aider le village à se défendre de l'attaque d'un dragon. À savoir que le bourgmestre rachètera 50 pièces d'or l'objet utile ainsi ramené. Si les victimes acceptent de cette mission, ils vont se rendre à Gnome en garde dans les montagnes. On a même la petite map, donc on peut même s'amuser à regarder où c'est par rapport à Fandaline. On voit pas super bien, mais si on prend Fandaline, Gnome en garde, c'est à peu près à une journée de marche, une grosse journée de marche. On est à une vingtaine de kilomètres, mais en territoire, en terrain non balisé. Donc ça demande un peu de suivre des sentiers, ce genre de choses. C'est pas facile de marcher vite là-dessus. Par contre, on peut difficilement se paumer puisqu'il faut aller vers les montagnes. Sur de la plaine, une montagne, ça se voit de loin. Donc normalement, à ce niveau-là, les victimes ne devraient pas se perdre sur la route. Gnome en garde, qu'est-ce qu'on nous en dit? Que c'est une aventure adaptée au niveau 1, qu'elle peut être dangereuse pour un personnage de niveau 2 et qu'elle devrait être très facile pour des personnages de niveau 3. Et alors là, on nous met en plus des informations cool. Le roleplay de cette quête promet d'être intéressant. Peu importe si l'aventure présente une difficulté ou non pour votre groupe de victimes, ce qui est à noter d'important, c'est que le roleplay va tenir une part importante dans cette histoire. Je pense que c'est principalement dû au fait que ce sont des gnomes et qu'on a des personnages qui sont quelque peu excentriques. Bon, c'est des gnomes quoi. Alors, si on regarde l'aventure déjà, sans entrer dans les détails, on peut noter que c'est la plus grosse aventure de base. C'est-à-dire qu'on s'étale sur 4 pages bien détaillées avec tout un tas de trucs qui peuvent se passer. Il y a vraiment beaucoup de PNJ là pour le coup, donc c'est pour ça qu'à mon avis il parle d'un roleplay qui peut être intéressant. Et donc on va pouvoir déjà commencer à prendre quelques notes. La récompense de la quête, faut pas oublier, le bourgmestre achète 50 PO, un objet utile pour se défendre contre le dragon. Alors un objet de gnome en garde. Non, parce qu'autrement, bon, on les voit venir. Donc il faut bien préciser de gnome en garde. Donc la quête est adaptée au level 1 et 2. Facile pour le level 3. Alors PNJ, déjà on en a beaucoup. Du coup, beaucoup de gnomes. Donc premièrement, 2 rois. Donc on a un couple royal de gnomes. Alors ça peut entraîner déjà une conversation intéressante. Le couple royal étant homosexuel, la conversation peut tourner peut-être que les joueurs vont, même très probablement en fait en fonction du groupe qu'on a, vont peut-être leur demander mais au fait vous allez faire comment pour désigner un héritier? Parce que est-ce que vous avez déjà quelqu'un? Est-ce que ça risque pas de déclencher des conflits avec les voisins? Des PJ curieux vont poser des questions. À vous de voir comment vous estimez que les rois répondent. Peut-être qu'ils s'en foutront, peut-être qu'ils diront non, mais c'est déjà réglé, on a déjà désigné quelqu'un. Peut-être qu'ils vont dire ah bah ça sera le problème des survivants. C'est à voir, mais en fait si vers la fin de l'aventure il y a une interaction avec les rois et que le sujet est abordé, ça peut être intéressant d'avoir déjà une réponse de prévue pour ne pas bugger comme un con et bêtement bégayer sans trop savoir effectivement
Que répondre? La question peut ne pas du tout être abordée, mais je serais surpris que des victimes ne relèvent pas le fait que un couple homosexuel royal a peu de chances d'avoir d'héritiers directs. Donc, est-ce qu'ils vont aborder la question ou pas? Même s'il y a un personnage gnome qui se montre particulièrement héroïque, il peut dire, mais vous savez, moi, quand vous passerez l'arme à gauche, je peux assurer la sauvegarde de Gnomangard en assumant la régence. Ça peut se tenter. J'ai vu des PJ tenter pire que ça dans ma carrière, donc ouais, un filou qui tente de... Voilà, hein, bon, écoutez, vous allez être confronté à un problème dans les décennies à venir, je me dévoue, ça peut arriver. Ça peut être une petite interaction rigolote. Alors, ils ont des particularités, les deux rois. Donc, on a Gnerkli, ou Nierkli, je sais pas. Je dirais Gnerkli parce que ça fait comme gnome, ça me fait marrer. Qui est captif à l'arrivée des PJ. Et on a Corboz, fou à l'arrivée des PJ. Il y a un plot, en fait, qui est assez intéressant et qui est basé sur le monstre principal de cette aventure. Il y a une mimique qui est présente dans la forteresse gnome. Corboz sait qu'il y a un monstre métamorphe dans sa forteresse, ce qui l'a rendu complètement paranoïaque, et par peur qu'on s'en prenne à son bien-aimé, il a enfermé Xavier dans sa chambre. On a affaire à quelqu'un de très protecteur. Un peu trop. Ne faites pas ça. Le roi Corboz est donc complètement taré. Voilà, il est complètement paniqué en fait. Il est terrifié par la mimique. Il se cache et espère que la mimique finira par, et là c'est la formule mise dans le livre, se lasser de manger des gnomes. On n'est pas sur un roi vaillant et surtout on n'est pas sur un roi qui protège son peuple, hein, puisqu'en fait la mimique a déjà becté 2 gnomes avant l'arrivée des PJ. Le roi se dit ouais bon à un moment donné elle en aura marre d'en manger et voilà quoi. Il retrouvera la raison si on lui prouve que la mimique est décédée. La tuer ne suffit pas. Il faut ramener une preuve de sa mort. Ça peut être compliqué de trouver une preuve de mort, mais c'est ce qu'il veut. Donc soit t'as une preuve de la mort de la mimique, soit il s'en moque. Alors on nous donne des caractéristiques sur Gnomangard. Ce qui est important, c'est déjà que c'est dans les montagnes, donc c'est creusé dans la base d'une montagne. On va être sur un décor granitique. Il y a une petite chute d'eau à proximité, et les gnomes se nourrissent principalement de champignons qui poussent dans les environs. On n'a pas une forteresse classique, là on est sur quelque chose d'assez intéressant. On a des détails amusants. Par exemple là pour l'entrée à l'entrée de la caverne, en gros il y a une chute d'eau qui fait tellement de bruit que pour pouvoir se parler il faut crier. Donc déjà, rien que la scène d'introduction, c'est rigolo. Oui bonjour, on voudrait éviter le roi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ça fait déjà, ça met de l'ambiance. Ça chauffe la table, c'est bien, ça les met dans l'ambiance. Les cavernes sont bien illuminées par des lanternes à huile suspendues au mur et facilement réalimentables en huile grâce à des systèmes de câbles et de cordes et de poulies. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les PJ vont avoir à proximité, à portée de mimine, des réserves d'huile inflammables et les flammes pour les allumer. Donc si jamais on a une victime qui a comme idée saugrenue de tout cramer, je parle de ces monstres, de ses adversaires, hein, va falloir faire quelques tests, mais on peut facilement faire un piège inflammable ou même tirer une flèche dans une corde pour que de l'huile enflammée tombe sur un monstre. Ça peut être un élément à prendre en compte pendant les combats, à savoir qu'une créature suffisamment intelligente pour comprendre que le feu ça brûle peut avoir le même genre de tactique. Autre information, donc on a la hauteur de plafond dans le réseau de cavernes qui est de 2,10 m. Bon, moi dans mon groupe, j'ai une demi-orque qui est plutôt balèze et qui se bat à la hache à 2 mains. Bon, elle va pas pouvoir utiliser sa hache de manière très efficace dans ces lieux-là. Donc moi ce que je ferais, c'est que si elle utilise sa hache, alors elle sera en situation de désavantage en combat, parce qu'il n'y a pas de place pour la manier, concrètement parlant. Mais par contre, je lui mettrai pas de malus si elle utilise des armes plus petites, puisqu'elle... Du coup, elle aura pas le problème de l'amplitude de la hache qui tape dans le plafond, en fait, concrètement parlant.
ou même dans les murs du couloir, parce que j'imagine que ça va pas être bien large non plus. Et on a les caractéristiques des portes qui sont indiquées si on veut les défoncer, les forcer, ou trouver certaines portes dissimulées. Parce la plupart des portes sont en bois, mais il y a des portes qui ont été façonnées dans de la roche et qui sont donc cachées. On a plusieurs passages secrets dans cette aventure. Donc l'objectif de la quête, ça va être de trouver un objet magique utile qui va intéresser le bourgmestre. Un chapeau de magicien. Donc il le rachètera pour 50 pièces d'or. A savoir qu'il faut pouvoir s'harmoniser avec le chapeau pour l'utiliser. Le bourgmestre ne connaît personne qui serait capable de le faire. Mais bon, bah voilà, c'est le seul objet qui intéressera le bourgmestre. À noter donc le chapeau de magicien. Il faut que les PJ rencontrent Bidouille et Tripatouille pour pouvoir commencer à acquérir des objets magiques gnomes. Trésor. Si Nerkli est sauvé et Corboz raisonné, alors il y aura une amulette mécanique et une perche rétractable. Donc ça, c'est ce que les gnomes offrent en récompense aux victimes si elles sauvent Nerkli et Corboz. En plus de cela, Nerkli offre une baguette de pyrotechnie et Corboz le fameux chapeau de magicien. Donc, si les PJ, enfin si les victimes là, sauvent les rois, ils reçoivent 4 objets magiques, ce qui est pas mal. Alors c'est pas des objets magiques oufissimes, hein, c'est un peu de la merde pour être honnête, mais pour des victimes débutantes surtout, c'est une découverte avec les objets magiques, c'est toujours intéressant, d'autant plus que les petits objets magiques un peu pourris comme ceux-ci vont avoir l'avantage de stimuler la réflexion des PJ quant à comment les utiliser de manière efficace, et ça peut être aussi une situation intéressante. Et puis peut-être que là, il y a quelqu'un qui va dire non, et moi le chapeau de magicien, je le garde, je m'en fous du bourgmestre. Situation amusante, pour moi en tout cas. Là, on va nous décrire comment ça se passe quand ils arrivent. Donc, bon, là, une fois de plus, vous avez un petit encadré. Alors, est-ce que vous le voyez là? Mais c'est vraiment un petit encadré. Alors, juste dans mon contre-jour, mais voilà, on a le petit encadré de description bien senti, juste ici, là, qui permet en fait, soit vous le lisez en amont et vous préparez une description de votre crue, soit vous vous contentez de lire ce passage-là. Mais par contre, il faut que ce soit dit de manière suffisamment intelligible pour que ce soit visionnable. Donc en plus, c'est amusant parce que ça met vraiment dans le cadre avec la chute d'eau, les petits champignons qui ont plein de couleurs, plusieurs entrées de grottes. Enfin, il y a un petit côté terrier marrant, là, un petit terrier sympathique. On nous parle de 5 entrées de grottes et il faut réussir un petit test d'athlétisme, pas bien difficile, pour pouvoir les atteindre. Alors, athlétisme à difficulté 13. Ça peut être simplifié après par la suite. Donc en gros, un personnage athlétique monte et après tend une corde et aide les personnages un peu quiches à monter. Normalement, c'est comme ça qu'ils sont censés faire. Maintenant, ils vont peut-être vouloir tous tenter. Éviter de mettre des dégâts de chute sur ça, mais plus genre, ouais, bah tu tombes et bon, bah quand tu tombes, t'écrases ton sandwich, t'as perdu une ration. Sur une aventure de départ comme ça, plutôt que de blesser les PJ dès la scène d'intro, concrètement parlant, c'est mieux de leur faire perdre un objet si jamais ils tentent un truc et qu'ils se ratent lamentablement. On nous indique 20 reclus, gnome des roches. Et bien sûr, on a le profil du reclus dans le bouquin, parce que c'est bien foutu quand même. Les reclus gnome des roches, c'est pas des guerriers. Ils sont tous de niveau 2, puisqu'ils ont tous 2 dés de vie. Ce sont des lanceurs de sorts tous. Ils ont plusieurs petits sorts qui peuvent être intéressants. En étant bons dans la conversation, les PJ pourraient obtenir leur aide. À savoir que les gnomes, ils ont des sorts très utiles, notamment armure du mage, bouclier et projectile magique. Trouver une solution pour que les gnomes filent un coup de main dans le combat, là ça peut être bien puisque les gnomes vont avoir des sorts qui vont permettre de renforcer les défenses et de faire des petits dégâts à l'adversaire. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal. Les 2 rois font partie des gnomes, hein, reclus évidemment. J'aime bien la petite précision, il y a peu 22 gnomes vivaient dans les cavernes, mais Mimic en a dévoré 2. On est dans l'ambiance. Les 2 gnomes qui ont été mangés, alors on a leur nom, Orin et Warin. Et on nous précise dès le début que la mimique est cachée, voilà, donc dans la zone G8, qu'il faut aller la chasser, machin et autres. Bon, ça, moi, là, à titre personnel, je ne vais pas retenir cette information de la mimique est cachée dans telle zone précise. Parce que
Je préfère la sortir à un moment dramatique qui me semblera plus approprié que de l'avoir placée pile à un endroit bien précis. C'est une créature vivante capable de se déplacer très discrètement. Je la ferai surgir au moment le plus approprié à mon sens. Maintenant, si vous suivez le plan, donc en gros on a le plan là, tout ça, c'est le plan de Gnome en Garde qui est très bien fait, hein, donc avec l'eau et l'île aux champignons, donc tout est bien indiqué. Les différentes entrées, donc on nous parle de 5 entrées, 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Le plan de chaque entrée, donc avec ce petit côté labyrinthique qui revient sur lui-même, la passerelle qui fait la jonction et la possibilité en fait d'aller explorer un peu tout ça. Donc normalement, la mimique est expressément et uniquement dans cet endroit-là, caché parmi d'autres tonneaux. Why not? C'est pas ce que je vais utiliser, c'est pas ce que je vais faire, mais pourquoi pas? Au moins, elle est indiquée clairement, et ça, c'est pas mal. On nous indique clairement, la mimique, elle ne peut imiter que des objets de taille M, donc moyenne, donc on va avoir les chaises, des gros coffres, des gros lustres, et d'étranges inventions gnomes, hein, puisqu'ils ils inventent des trucs un peu chelous, donc ça peut être marrant. Elle peut également prendre, oui, alors ça c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs avec les mimiques, c'est qu'elle peut prendre l'apparence d'une porte ou d'un stalagmite ou d'un truc comme ça. Et donc en gros c'est pour ça que moi j'ai pas envie de la mettre dans la salle autonome, c'est parce qu'on peut la faire surgir à des moments complètement inattendus. Et moi c'est ça qui me fait marrer avec les mimiques. En fait c'est un monstre qui me fait beaucoup rire, donc j'aimerais le sortir au moment le plus intéressant pour la partie. Dans un premier temps, les aventuriers vont devoir parler avec Corboz pour apprendre qu'il y a un monstre métamorphe dans les environs. Donc Corboz leur apprend même que quand il a été attaqué, elle avait l'apparence d'un tapis dans la salle du trône. Mais que depuis, elle s'est déplacée. Elle est même là, en théorie, si on prend la quête initiale, elle est à l'opposé total de la salle du trône sur le plan. En insistant lourdement, ou efficacement, les victimes peuvent obtenir l'aide des gnomes. C'est prévu. Donc les gnomes, en fait, pour les aider, et là, je trouve ça débile, mais en même temps, ils savent pas exactement quelle est la menace. Mais donc là, en fait, ça pourrait changer si les PJ font un... Moi, j'estime, là, si les PJ font un bon test, ça pourrait changer parce qu'avec les gnomes, on le sort détection de la magie, ils ont des trucs comme ça qui leur permettraient, en fait, de trouver plus efficacement la mimique. Mais là, la manière dont ils fonctionnent, c'est ils enfoncent des baguettes non magiques dans les objets pour voir si ça réagit. Et les gnomes ont une réaction très simple au danger, ils s'enfuient dès que ça bouge. Donc en gros, s'ils repèrent la mimique, ils vont se barrer en courant. Moi, j'estime que là, si on a un personnage charismatique, ils vont pouvoir convaincre, enfin rallier les gnomes, si jamais ils décident de se battre contre la mimique, ils vont pouvoir tenter un test d'encouragement, de charisme, de commandement, appelez ça comme vous voulez, pour pousser les gnomes à rester au combat à leur côté. Moi je le tenterai comme ça. Et si c'est le cas là, la mimique elle se fait démolir la tronche parce que les gnomes sont plutôt balèzes et nombreux. Il y a peu de personnages de niveau inférieur à 10 qui survivraient à 20 projectiles magiques, c'est-à-dire 20 attaques qui te touchent automatiquement et qui te font des dégâts. Bon, voilà quoi. Hein. Là, il propose un truc intéressant, j'aime bien. Donc, c'est une option de jeu. J'avais pas fait gaffe à ça quand j'avais survolé l'aventure. Donc, la mimique, hein, normalement, c'est un monstre un peu bourrin qui, là, a pour objectif de bouffer tout ce qu'il y a dans l'endroit avant de repartir. Néanmoins, ça peut être l'un des rares membres de son espèce doté de paroles et d'une certaine forme de diplomatie, on va dire. Et donc, si la mimique est acculée, on peut déterminer qu'elle peut rentrer en communication et négocier un sauf-conduit. Soit elle est terrorisée, et donc là, les PJ vont devoir tout simplement l'intimider pour la faire partir. Soit elle est coincée, mais largement en état de se défendre, et on peut essayer de négocier avec elle en faisant de la persuasion pour la faire partir. Et ça, je trouve ça intéressant comme option. On va aller voir les stats qu'ils ont mis à la mimique pour voir à quel point là, pour une équipe de niveau... Ouais, pour une équipe de niveau 1, ça va être tendu. Ouais, une équipe de niveau 2-3, elle peut effectivement facilement la mettre en danger. La mimique est un peu con. Hein. Là, on nous met quand même une intelligence de 5, donc on est sur quelque chose de plutôt limité, mais effectivement de sentient. Capacité intéressante, la métamorphie. Elle peut également se coller à tout un tas de choses. Si elle ne bouge pas, donc en gros tant qu'elle n'est pas stimulée par l'extérieur ou qu'elle ne sent pas un danger et qu'elle est en forme d'objet, il est impossible de la distinguer d'un objet ordinaire. Il n'y a rien qui va indiquer que c'est une mimique tant qu'elle ne réagit pas. Donc sa méthode de combat est très emmerdante
pour des PJ de bas niveau, puisqu'en gros, quand elle va attaquer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'agripper à sa cible, et donc se coller à sa cible, ce qui fait que, à moins de réussir un test de lutte contre elle, on se retrouve avec un personnage agrippé donc, par le monstre. On est dans le même cas qu'avec les Striges de l'aventure de Exholm, à savoir, ça fait mal de frapper les copains quand même. Alors là, en plus, maintenant que j'ai un groupe de personnages, je vois à peu près quel type d'armes ont les joueurs. Il y en a un qui a un marteau de guerre, et il y en a une qui a une hache à deux mains. Pas sûr que t'as envie que ton camarade y rate son jet d'attaque. Ça tourne de carnage. Mais bon, c'est un risque. C'est un risque. D'ailleurs, ça va très probablement se produire parce que j'ai pas un groupe de finaux dans mon cas, mais bon, ça va être pas. La mimique peut être contrainte ou convaincue de quitter Gnome en garde. Et une fois de plus, hein, si on la fait partir en fonction de la manière dont on la fait partir, elle peut ressurgir sur une autre aventure. Alors là, ça c'est cool. J'avais pas fait gaffe parce que j'ai vraiment survolé en fait l'aventure et pas ça, mais il y a un effet en fait intéressant dans la zone de Gnome en garde. Alors là, ça c'est génial. Ça c'est génial. Ça c'est un truc que moi j'ai tendance à mettre dans les aventures. En gros, il y a un effet de zone. Gnome en garde est soumise à la magie sauvage. Celle-ci s'enclenche dès que l'on lance un sort de niveau 1 ou plus. Et donc la magie sauvage, donc à chaque fois qu'on l'utilise un sort de niveau 1 ou supérieur, un effet supplémentaire peut se déclencher. Donc on lance un dé 20 et on consulte la table pour déterminer s'il y a effet et ce que ça fait. L'effet magique dure 1 heure ou jusqu'à ce qu'il soit dissipé par délivrance des malédictions ou une magie similaire. Donc on est quand même sur difficile à retirer. Et donc ce qu'on a, la peau qui peut changer de couleur, des particules de lumière qui tourbillonnent autour du lanceur de sort. Là, on a des trucs pétés, hein, le lanceur de sort qui a des ailes de papillon qui lui poussent dans le dos, le lanceur de sort qui se fait téléporter aléatoirement, et un effet fantasque du cru du maître du donjon. Donc là, on est sur un effet de chaos environnant qui peut être très très drôle si les PJ font des scores intéressants. Et alors là, moi, j'ai 3 lanceurs de sorts dans mon équipe, potentiellement 4 si ils arrivent au niveau 2 ou 3, puisque j'ai un rôdeur qui va donc acquérir des sorts par la suite. Donc, potentiellement 3 à 4 personnages qui peuvent déclencher des effets marrants. Par contre, à titre personnel, je considère que les lanceurs de sorts vont être réceptifs et je leur autoriserai un test de perception ou autre pour sentir qu'il y a quelque chose d'étrange dans la magie environnante, sans en dire plus bien évidemment, peu importe le test fait. Juste, s'ils font par exemple détection, perception, je sais pas, à 14, un truc comme ça, je vais leur dire, vous sentez que la magie dans les lieux est différente, mais vous avez du mal à déterminer ce que c'est exactement. Ce qui va les amener à faire des tests. Un bon gros coup de pute là, que je leur fais, en fait, je vais les pousser avant même d'entrer à utiliser un sort et à voir ce qui se passe. Et ce qui m'arrangerait, c'est qu'il fasse un gros score, genre entre 15 et 17 là, parce que si le premier qui lance un sort, il voit qu'il a des ailes qui lui poussent dans le dos et qu'il peut voler, ils vont bombarder et là il va pouvoir leur arriver des casseroles. Après ça peut être très drôle dès le début qu'il y en a un qui soit téléporté, qui se retrouve tout seul face à la mimique et qui se fasse démolir la tronche, ça me ferait marrer. Là par exemple, moi sur une téléportation durant un sort, c'est à ce moment-là que je fais surgir la mimique. Quand tu te retrouves avec un mage qui est tout seul face au monstre, qu'est-ce qu'il fait? À savoir que je vais utiliser mes dés de dispersion de la gamme Warhammer pour déterminer dans quelle direction je l'envoie et que j'ai le plan. Alors, des dispersions de la gamme Warhammer, je dois en avoir là. C'est des dés très cool. C'est des dés avec des petites flèches. Là. On a des petites flèches dessus. Et ça, c'est très cool, puisque du coup, on peut aléatoirement jeter le dé et voir vers où on envoie le personnage, sans trop se prendre la tête, à essayer de déterminer où c'est que j'envoie. Ça va être ma méthode. Ensuite, on a quoi? Donc, les champignons qui poussent sur les îles. Petit détail, on a une île aux champignons, c'est des gros champignons. C'est des champignons qui font presque 1 mètre de haut pour certains. Ça nourrit des gnomes, hein. Voilà, c'est pas mal. Il y a 2 petits îlots qui ont été modifiés magiquement et qui vont produire des champignons qui sont très utiles. Ils font du pain vert, l'huile. Alors, l'huile qu'ils utilisent pour la lanterne est extraite des champignons. Pareil pour la farine et pareil pour leur vin. On nous parle d'une chute d'eau. Donc une chute d'eau de 18 mètres, donc c'est pas mal. Il y a un pont de corde qui relie donc les 2 grottes, hein, le pont qu'on voyait sur la carte. Et on nous indique à peu près combien il y a de gnomes dans les différents lieux, tant qu'ils n'ont pas été ralliés, convoqués ou que sais-je. Alors, information intéressante. On a, alors là je vais pas les noter parce qu'il y en a trop. Mais en gros ils ont mis les noms des gnomes, avec pas mal de descriptions qui seront utiles là pour le coup. Ça permet en fait de décrire la scène,
mais également de se mettre dans la tête les rôles des différents gnomes. Là, on a les gnomes cuisiniers, la gnomide. C'est comme ça qu'ils disent les gnomes femelles, apparemment, dans ce jeu. Moi, je dirais la gnome, mais bon, c'est pas grave. On nous décrit les pièces. Là, j'ai pas envie de le lire, c'est mieux d'avoir le truc. En fait, il y a tout un tas de descriptions sur qu'est-ce qu'on a sur place, les inventions loufoques des gnomes, qui sont assez intéressantes. Et en fait, c'est tout un tas d'endroits où on pourrait faire surgir la mimique. Vu qu'elle peut prendre l'apparence d'à peu près n'importe quoi, on la met dans le lot, et c'est pour ça que je suis plus dans ce genre-là. Ils ont des crabes tonneaux mécaniques, donc en gros des gros... En fait, ils ont fait des tonneaux mécaniques avec des pinces... des espèces de petits engins de siège tout pourraves. Donc un personnage de taille P peut rentrer dans le tonneau et l'utiliser sans souci. Un personnage de taille M peut faire la même chose, mais à titre personnel, comme on dit que dans le tonneau, le personnage de taille M sera à l'étroit. Déjà, je ne laisserai pas tous les personnages de taille M y entrer. Par exemple, j'ai mon orquette là, 2 mètres de haut, 120 kilos. Bon, elle ne rentre pas dans le tonneau, quoi. Néanmoins, il peut rentrer dedans et il sera en désavantage pour utiliser la machine, mais par contre la machine, elle protège des attaques extérieures et permet d'agripper une cible. Donc ça peut être intéressant d'utiliser le tonneau pour essayer d'attaquer la mimique, pour la gripper, et par exemple la gripper et la jeter dans la cascade ou un truc comme ça, ça peut être envisagé. Ça me ferait marrer d'ailleurs. Plateforme d'arbalète à recharge automatique. Là pareil, il y a une arme de siège, une espèce de DCA gnome un peu pourrave. On peut même avoir des PJ qui vont commencer à se faire un plan dans la tête en genre mais attends, ça là, cette arbalète, on pourrait pas l'utiliser pour repousser le dragon, on pourrait pas convaincre les gnomes de nous enfiler une et tout. Il y a un espace à la négociation et à l'improvisation. Pire c'est que j'ai lu les deux d'affilée donc je me suis dit mais attends mais tu fais un crabe mécanique avec l'arbalète montée dessus, mais bon faut pas suivre ce genre de délire. En tant que joueur je demanderai si c'est possible. En tant qu'MJ, si un joueur me le demande, je vais me dire eh merde, je vais demander des jets impossibles afin de m'assurer que ça ne se produise pas, mais en tant que joueur, on me parle consécutivement d'un espèce de char et d'une espèce d'arme automatique. Je vais demander au gnome de me construire un truc qui me permettrait d'aller combattre le dragon en sécurité. C'est con, mais voilà. Donc la mimique qui est censée se situer dans la cave à vin. Donc en fait, on nous décrit tout un lieu très loufoque. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'interpréter tous ces petits personnages. Là, on est sur un exercice qui peut être amusant, mais attention à pas se laisser emballer. Il y a 20 gnomes, vous amusez pas à interpréter 20 gnomes, chacun à sa manière. Vous allez vous emmêler les pinceaux au troisième. Il y a un tempérament global, une attitude à adopter de manière globale pour les gnomes. En personnage intéressant à interpréter, il y a le roi, il y a tout un tas de possibilités déjà avec le roi, avec la mimique. Il va y avoir beaucoup de communication avec les gnomes, des échanges pour obtenir des coups de main. Pour obtenir des informations. Notamment, en fait, il y a des gnomes qui ont compris qu'il y avait un métamorphe. Il n'y a pas que le roi, il y a d'autres gnomes qui ont compris. Il va falloir que les joueurs convainquent, et là ça va être très drôle, que les victimes convainquent des gnomes qu'ils ne sont pas des mimiques. Comment tu veux convaincre quelqu'un que tu es toi si cette personne pense que tu es un monstre? Et d'autant plus que qu'elle va être terrifiée, qu'elle va être armée et qu'elle va être persuadée que tu veux la manger. Et si tu te montres agressif, tu lui prouves que tu es un monstre. Donc il te tire dessus. Il va falloir trouver des solutions, ça c'est assez amusant, pour que les PJ réussissent à s'approcher des gnomes. Et franchement, ouais, non, ça peut être des scènes très très drôles. Donc en plus, les gnomes parlent de leurs inventions toutes plus foireuses les unes que les autres. Il y a aussi un grimoire gnome. Bon, si on a un sorcier, si on a un magicien, le magicien va être extrêmement content puisqu'il va pouvoir apprendre des nouveaux sorts potentiellement. Si il n'y a pas de magicien, l'objet a une valeur non négligeable. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à le revendre au village, mais par contre, il est possible de le conserver pour la suite de la campagne et le revendre ou l'échanger par la suite à un pas d'hiver par exemple, ou quelque chose comme ça, contre soit une petite somme d'argent, soit contre un autre sortilège plus important, ce genre de choses. Il y a moyen de négocier des choses. Niveau trésor, on est limité à ça. Cependant, sur un méga test de persuasion ou autre basé sur le charisme, pas l'intimidation cependant, moi je me montrerai punitif, techniquement parlant, t'as Vagnum mage, si tu les terrorises, tu te prends 20 sorts dans la gueule, hein. Ça par contre, potentiel invention magique, arbalète automatique ou crabe tonneau là, qui serait acheminé jusqu'au village et qui pourrait avoir son utilité à un moment ou à un autre. L'aventure est très très simple. On se rencontré, on en a qu'un, c'est la mimique.
Niveau danger, voilà, on peut avoir des victimes, comme je l'ai, hein, c'est les premières parties, donc on peut avoir des victimes qui vont se montrer un peu trop agressives ou autre comme ça, et qui vont se mettre les gnomes à dos. Mais si les victimes ne se mettent pas les gnomes à dos, le seul danger, c'est la mimique. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut la faire surgir au pire moment possible, puisque sur un personnage isolé, ou si l'équipe se divise pour explorer ou ce genre de truc, c'est à ce moment-là qu'il faut la faire surgir, c'est-à-dire au moment où le groupe va être le plus désavantagé et où ils vont devoir faire du bruit, s'enfuir, tout ça, pour attirer leurs camarades. Ça peut prendre des plombes après de retrouver la mimique, puisqu'elle peut prendre l'apparence de n'importe quoi. Ils vont peut-être devoir essayer de se souvenir de tout ce qu'il y avait dans une pièce, pour se dire « Ah, mais ce meuble-là était pas là tout à l'heure ». Enfin, ce genre de choses. On a un monstre difficile à repérer, qui va pouvoir abuser de ses pouvoirs pour surprendre l'équipe. Moi, c'est comme ça que je le traiterai. Il faut qu'il abuse de ses pouvoirs pour surprendre l'équipe. L'aventure, le déroulement, c'est les PJ doivent explorer Gnome en garde en évitant les inventions. C'est pas des pièges, hein, c'est des inventions loufoques. Gnome et en convainquant les gnomes qu'ils ne sont pas une mimique. Donc là, c'est vraiment des scènes, effectivement. Donc là, on est vraiment sur de l'interprétation très drôle. Hein. Faut insister sur ce point. La terrible créature rôde dissimulée dans le bordel et attaquera les PJ isolés. Il n'y a quasiment aucune difficulté dans cette aventure. L'objectif, ça va être de pousser des joueurs et des joueuses débutantes à interagir, à jouer leur personnage et à se confronter à l'absurde. Ça, c'est toujours génial de confronter des joueurs débutants à l'absurde. C'est-à-dire que là, avoir la réflexion de comment convaincre un gnome complètement paniqué et armé, qui est un sorcier en plus, que je ne suis pas un monstre, ça peut être amusant à jouer. Ça peut être très drôle à jouer. La petite carte est utile à avoir pour soi en tant que maître du jeu, puisque elle nous rappelle que tout est étriqué. On n'est pas dans le palais des nains. Là, on est vraiment dans un truc très étriqué, avec des petites salles qui se suivent, des couloirs avec des passages secrets, tout ça, c'est assez amusant. Ça peut être marrant de perdre un peu ces joueurs là-dedans et de les laisser réfléchir à comment ils vont s'en sortir. Je vais beaucoup m'amuser quand je vais maîtriser cette partie-là, je pense. Sauf si mes PJ n'y vont jamais, ça sera dommage, mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. L'aventure est plutôt simple, sauf s'il attente au niveau 1. Au niveau 1, la mimique elle est balèze, et en première aventure, il y a de bonnes chances qu'il y a un conflit, enfin une grosse tension avec les gnomes, puisque peut-être que les PJ vont pas aimer le fait qu'on leur dise non, vous nous aidez d'abord, et se montrer agressif. C'est un risque. Donc très simple, hein, cette petite aventure, elle est pas bien longue. Je pense qu'elle peut être réglée en 2-3 heures. Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. À titre personnel, en tout cas, je ne pense pas qu'il ait besoin de plus de 2 ou 3 heures pour la faire. Mais c'est déjà pas mal, hein, 2 ou 3 heures, ça peut être long. Hein. En fonction de comment on joue tout ça. Ça peut être long pour un maître du jeu débutant, mais il n'y a pas besoin de plus. Sauf si on se laisse aller dans le RP. Si on se laisse aller dans les interactions, tout ça, qu'une fois la partie terminée, les PJ souhaitent rester, discuter avec les gnomes, échanger, par exemple s'il y a un magicien, qu'ils échangent leurs secrets, qu'ils discutent, ce genre de choses. Là, on a possibilité de faire une séance entière dans ce village loufoque, à discuter entre gnomes et aventuriers, et ça peut être très drôle, très intéressant. Là, on a un groupe de PNJ qui peut être amusant à interpréter, ça, c'est vraiment une... Pour moi, ça va être un gros plaisir de maîtriser cette partie-là. En fait, là, il n'y a pas vraiment de planification à avoir, puisque dans la manière dont moi je vais le maîtriser, dont je conseillerais de le maîtriser, c'est de laisser les PJ déambuler, et de faire surgir la mimique à l'endroit qui vous semblera le plus approprié. Le scénario prévoit qu'elle soit à un endroit bien précis, mais en fait, ça peut aller très vite. Malheureusement, on a une entrée qui amène, techniquement parlant, directement à la salle où il y a la mimique. Si les PJ sont bons sur le hasard, ils disent « Ouais, bah nous on va passer par là », ils rentrent, ils vont en G8, il la tue. Fin de l'aventure. Après, il y a l'interaction avec les gnomes, mais on perd ce côté trac, paranoïa, la peur que le monstre puisse surgir de n'importe où et tout. En fait, par accident, ils le tuent, puis après, ils vont voir les gnomes, ouais, on a une mimique et tout, ouais, ce truc-là, là, oui, bon, on lui a piétiné la tronche, en fait, donc c'est bon. Ça peut être problématique. C'est pour ça qu'il vaut mieux la faire surgir à l'improviste dans une autre pièce. Une fois de plus, c'est toujours à mon avis. Ouais, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Faut éviter de se laisser emporter. On insiste sur le fait qu'il y ait plein d'inventions magiques loufoques. Éventuellement, sur une très grosse négociation, en donner une. Ou alors convenir que les gnomes vont en acheminer une jusqu'à Fandaline. Pourquoi pas? Moi, je trouverais ça intéressant. Par contre, se laisser aller à donner des trucs
en se disant ah vas-y j'ai une idée, une épée qui frappe toute seule ou des conneries comme ça, vous allez le regretter si vous le faites. Ne le faites pas. Là c'est un conseil de quelqu'un qui a déjà fait cette erreur, ne pas se laisser embarquer par ces délires inventifs. Grand maximum, un objet supplémentaire qui n'est pas destiné au PJ mais à Phandaline, c'est-à-dire que les gnomes comprennent le problème et décident d'aider Phandaline. Ça, ok, pourquoi pas, mais par contre, donner une arbalète lourde automatique à des PJ, non, surtout pas. Surtout pas. À Phandaline. Pour qu'un villageois ait une chance d'assister, voilà, si jamais les PJ réussissent à amener le dragon jusqu'à Phandaline pour que ce dernier attaque la ville et se retrouve dans le piège qu'auraient préparé les villageois on peut imaginer qu'ils vont faire ça, qu'ils vont créer un terrain pour affronter le dragon et qu'ils vont faire en sorte de la pâter là. Et donc ça peut être aussi une manière de préparer la chose. Faut pas se bloquer sur le scénario a prévu qu'ils aillent l'affronter là-bas. S'ils ont un bon plan, tant mieux. S'ils ont un plan de merde, ça peut être encore plus drôle, mais voilà. Et donc, ça va être tout ce que je vais faire aujourd'hui en termes de préparation de campagne. J'ai pas besoin de plus que ça. Donc là, moi, pour ma première partie, j'ai mes 3 scénars de base qui sont prêts. Donc, à savoir l'excavation naine, la colline des ombrages et Gnomengarde. Les 3 sont prêts. J'ai mon village qui est prêt également, donc avec ce qu'on y trouve. Je sais déjà d'avance que il faut qu'il fasse deux petites aventures de départ avant de pouvoir déclencher les autres. Donc demain, je vais encore préparer une aventure avancée. Tout simplement, je sais pas laquelle je vais faire, mais je vais voir. Quand débûcheront probablement. Enfin, je vais peut-être les faire dans l'ordre que ça apparaît, et puis comme ça, j'aurai tout à la fin. En sachant qu'il me reste 5, demain je peux en faire une ou deux en fonction de la taille des aventures.